bienvenue à Crack the Pod pour le Clubhouse pour ce Rugby Coupe du Monde 2019 au Japon. Moi c'est TK, Terry Kaufman, je suis l'américain de ce groupe de 3 amis réunis par le rugby. Je suis très content d'être là avec mon ami Charlie Bayer. Salut les copains, très content d'être là aussi pour parler de cette Coupe du Monde, très excité, on a eu une belle semaine, très content de vous retrouver les gars, on a plein de trucs à se dire. Plein de choses à dire, c'est vrai, parce qu'il y avait beaucoup de rugby et c'était superbe. Charlie est avec nous, mais aussi Théodore de Saint-Rémy. Bonjour Théo. Et oui, salut les gars, très content de vous retrouver. Effectivement, on a pris plein de rugby dans la gueule, nous, cette semaine, comme les Français ont pris les Tongiens. Voilà, on va être amené à en reparler. Comme un pilier fidjien prend la passe de son œuf dans la gueule. C'est ça, elle est sympa celle-là. Donc je suis vraiment content, donc ça c'est notre épisode numéro 6 de notre podcast. Moi je suis vraiment content par rapport à notre petit projet qui a démarré il y a effectivement il y a un mois. J'ai beaucoup appris et en fait c'était l'objectif pour moi, c'était de passer du temps avec mes amis, d'apprendre aussi sur le podcast, comment podcaster et de prendre sur le rugby. Et aussi j'ai appris un peu de français à côté. Parce que vous me sortez des expressions, donc là on a parlé la semaine dernière d'un papa, c'est quoi un vrai papa? C'est un vétéran qui a du bouteille. Et Théo, un taulier, voilà un taulier, donc ça c'est une nouvelle expression pour moi c'est aussi. C'est le nouveau mot. Ouais, et donc Théo il m'a sorti un truc, un autre épisode, il a parlé d'un boîte à gifles. Ouais, la boîte à gifles, maintenant c'est en désuétude, hein, mais c'était une expression très en vogue pendant une période, et maintenant avec les nouvelles règles, on voit beaucoup moins de boîte à gifles. C'est une tradition qui se perd, on va dire. Bon, est-ce que c'est un mal ou un bien? Sauf en Argentine, apparemment, ils ont pas trop oublié la boîte à gifles. Ils ont remis ça. En fait, donc je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Après, j'ai réfléchi un petit peu. En fait, la première chose qui est venue à l'esprit, c'était, je sais pas si c'est Harry Potter. Il y avait la lettre qui hurle, le boglante. Et en fait, je voyais une petite boîte qui volait, qui s'ouvrait avec plein de petits gants qui sortent, qui qui fait plein de gifs sur le mec. Donc voilà. Donc je suis vraiment content d'être là avec vous. On a plein de choses à se dire, mais je pense que Théo, tu as une surprise pour nous. Oui, un petit clin d'œil, alors surtout pour toi Thierry, puisque tu es le barbu de notre groupe. Et vous avez vu, j'ai eu pas mal de remarques d'auditeurs qui nous ont fait des blagues sur le fait qu'on parle des barbes. Alors c'est vrai qu'on a une petite attirance esthétique, on trouve que c'est sympa de regarder ça. Alors comme on n'est pas non plus des experts dans le domaine, on va s'associer à des copains et à nous deux, avec nos copains de Big Moustache. Vous verrez ça sur les réseaux sociaux. On va organiser une élection de la plus belle barbe du mondial. Je pense que ça devrait vraiment être super intéressant, donc j'en dirai un peu plus à la fin de l'épisode, voilà. D'accord, donc suspense. Parfait, ouais. Donc suspense. Bon, on a eu plein de suspense quand même cette semaine. Il y avait beaucoup de matchs à voir. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Ready. On est prêts, on est toujours prêts, nous. Born ready. Allez, on y va. Pack de potes, terrain 10. Moi, j'aimerais démarrer rapidement avec le match France-USA, même si nous avons fait un épisode bonus. Donc, si vous n'avez pas entendu cet épisode bonus, n'hésitez pas à aller le chercher et l'écouter. C'était une victoire 33-9 pour la France, avec un essai très rapide au début. Et après, il fallait attendre jusqu'à 15 minutes avant la fin pour voir 3 autres essais de la France contre une défense américaine très présente. Oui, c'est vrai. Bon, moi d'abord, j'invite les gens vraiment à écouter ce bonus exceptionnel, hein, c'est quand même important. Et d'autre part, on a vu une équipe de France un peu dans ses travers, avec un bon départ, une bonne fin, puis un milieu un peu tristounet, quoi. Voilà. Donc, ce qui ressort de là, et je ne vais pas commencer à faire des clins d'œil barbe toutes les 2 secondes, mais une très très belle barbe rousse en la personne d'Eric Fry, pilier gauche, qui joue d'ailleurs à Vannes. Et peut-être qu'on en reparlera. Voilà, un peu la même impression quand on retombe sur ce qu'on connaît de l'équipe de France, malheureusement, de l'inconstance. Parce que par rapport au match du Tonga, je pense qu'il faut y faire un clin d'œil. C'est le match de Raka qui a complètement raté et qui devait prouver. Et on va voir tout à l'heure en débriefant le match du Tonga qu'il est fini par prouver. Exactement. Moi, j'aime bien essayer d'expliquer un match de rugby comme un Américain qui connaît pas du tout le rugby. Et pour moi, ce match, en fait, c'est comme si nous, on a 20, 21 ans, on veut impressionner la fille de 18 ans et on joue au ping-pong contre nos petits cousins de 14, 15 ans. Donc, on joue, on pense que forcément, on va gagner parce qu'on est plus fort. On commence à taper la balle et d'un coup, le gars, on est à 12, à 9. Il faut rapidement finir. Bam, 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 on essaie de finir. Et voilà, la fille, elle n'est plus impressionnée, mais bon, on a gagné quand même. Mais bon, moi, personnellement, en tant qu'Américain, d'où mon petit accent d'ailleurs, je suis assez content de mon équipe à moi. Mais aussi, on peut dire que la France, ils ont gagné quand même avec 4 essais, avec le point de bonus. Oui, le bonus, en effet, c'est ce qu'on retiendra, c'est le fait d'être reparti de ça avec 5 points, le fait que à la 60e, à 12-9, on commence à se poser un peu des questions et comme on disait, on regrettait un peu le typhon, on se demandait si ça aurait pas mieux fait de venir et que voilà, bon après une fois que le banc est rentré et que l'affaire a été pliée en un quart d'heure,
voilà, on repart avec 5 points, c'est l'essentiel pour la suite de la compétition, ça va être très important, et puis on va oublier les déchets. Pour les autres matchs pour cette semaine, il n'y avait pas beaucoup de surprises. Nouvelle-Zélande qui roule, comme a dit Théo dans l'épisode de bonus sur le pauvre Canada. Géorgie qui a perdu contre Fidji, donc ce match-là qui est quand même important par la suite. Irlande a mis 35 points à 0 contre Russie, mais quand même j'attendais un peu plus. Afrique du Sud contre Italie, 49 à 3. Australie contre l'Uruguay, 45 à 10. Donc beaucoup de matchs, on va dire où il n'y avait pas trop de surprises à ce niveau-là. Oui, c'est les confrontations pour pas mal des grosses écuries contre des équipes qui sont là pour pas arriver en quart de finale. Et la logique est respectée à chaque fois. Je trouve qu'on a quand même des beaux matchs. Il n'y a vraiment que les Britanniques pour laisser des mecs à 0 points en face. Moi, ça continue de m'énerver. Mais on voit quand même qu'il y a des équipes qui se défendent. Il y a souvent des 10, donc les Uruguayens, les Argentins, les Géorgiens, les États-Unis avec 9. Moi, j'aime bien ces matchs où ça rivalise un tout petit peu quand même, et pour l'honneur il y a un mec qui sort en se disant merde, j'ai marqué un essai en Coupe du Monde, c'est aussi ma journée, quoi. Voilà, moi j'aime bien ça. Ouais, c'est ça que ça se bat, en effet, ça se bat quand même un peu, quoi. Il n'y a pas trop de à part les pauvres Canadiens aussi, c'était un peu peinant à voir, en effet, comme tu l'as décrit dans le bonus. Alors, ils auraient pu en prendre plus, parce que 63-0, c'est... Ils sont arrêtés à l'heure de jeu. C'est le score à la 65e quasiment, et ils n'ont pas pris d'essai pendant le dernier quart d'heure, alors que d'habitude, c'est la roue libre totale contre les Blacks le dernier quart d'heure. Ouais, là, je sais pas, ils carburaient à 1 point par minute, et à l'heure de jeu, ils se sont dit, bon, ça va, je pense qu'ils se sont pris de sympathie pour les pauvres Canadiens. Donc, bien joué quand même les bûcherons, vous n'avez pas lâché. Donc après, ce week-end, il y avait quand même quelques matchs qui commencent à vraiment être intéressants. On va démarrer par un match dans notre poule qui est important pour nous. Il y avait l'Angleterre contre Argentine. L'Angleterre 39 à 10, et c'était pas si simple que ça. Qu'est-ce que tu as vu, Charlie? Il y a un fait de jeu qui a simplifié un peu l'affaire pour nos amis anglais, mais c'était pas si simple que ça, en effet, parce que l'Argentine, bien tambouriné, a eu des beaux temps de jeu. Bon, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai qu'ils étaient très agressifs, hein. Je sais pas, Pablo Matera qui se fait un peu attraper par l'arbitre est chaudot et est un peu échaudé et commence à prévenir des gestes un peu rugueux, et puis peu de temps après, il y a le deuxième ligne argentin qui tombe sur Owen Farrell. Ancien du Racing, Thomas Lavanini, qui a joué quelques années au Racing avant de repartir, maintenant qu'il joue au Jaguar. C'est une caisse, physiquement il est effectivement énorme. Et voilà, quoi. Donc geste, il y a un plaquage haut. En vrai, je pense que le rouge sort, c'est évident. Mais du coup, malgré la grinta que les Argentins vont sortir encore pendant tout le match, voilà, quoi. Déjà à 15 contre 15 pour les Argentins, fallait aller les chercher, les Anglais. Là, clairement, à 14 contre 15, ils ont pas tenu. C'est un peu dommage, ça a un peu gâché le jeu. Ça a complètement gâché le match. On l'a survolé, mais la veille, déjà, les Italiens, ils s'étaient pris un carton rouge, mais complètement con, des teubés, des idiots. L'arbitre a sifflé, les deux, t'as 2 Italiens qui soulèvent un Sudaf, qui lui plante la tête dans le sol. Tu dirais des mecs qui arrivent du MMA, qui découvrent le rugby, quoi. N'importe quoi. Ah, mais complètement con. Mais surtout que c'est sifflé. Enfin bon. Mais juste là, on en est pour l'instant. Les matchs de poule ne sont pas terminés. On est déjà sur le nombre de cartons rouges sortis. On est déjà sur un record des mondiaux. Il y a 5 cartons rouges de sortie là dans tous les matchs confondus. Et c'est le record, quoi. C'était en 95, je crois qu'il y avait eu autant de cartons, mais sur toute la compétition. Donc on espère qu'il n'y en a pas d'autres qui vont sortir. C'est dommage, mais franchement, pour des trucs comme ça, je comprends pas que à ce niveau-là. Les consignes sur les cartons rouges, les consignes ont évolué pour protéger la santé des joueurs. Et honnêtement, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que les mecs sont tellement costauds que maintenant, il y a tout contact avec la zone de la tête en direct. C'est carton rouge et c'est très très bien. Voilà, il y a aucun débat. Lavanini, il se maîtrise pas, trop d'engagement. Farrell, effectivement, il prend son épaule en pleine gueule. Bon, c'est dehors. Voilà, pour moi, il n'y a pas de discussion. Après, je pense que le premier tournant du match, moi, qui m'a choqué, avant celui-là, qui est clairement le tournant décisif, c'est le premier essai des Anglais où Urdapilleta qui se retrouve en défense à l'aile. Il y a un 2 contre 2 des Anglais. Il ne défend pas. C'est complètement hallucinant. Il monte avec l'autre. Non, mais c'est inadmissible à ce niveau, sur des matchs comme ça, avec cette importance, d'avoir une capacité à ne pas défendre alors qu'il n'y a pas de surnombre. Je veux dire, Johnny May, ok, il court vite, mais l'autre, il essaye même pas de le plaquer. Donc, moi, là, j'ai vu le match, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est clair, c'est terminé. Ouais. Après ça, carton rouge, voilà, on a regardé des grands coups d'épaule, mais honnêtement, la maîtrise des Anglais sur ce match, qui s'affolent pas,
qui jouent leur rugby, qui déroulent leur deuxième essai typiquement, temps de jeu, après ça ouvre, tous les 3/4 qui touchent, ça va marquer. Les mecs, ils maîtrisent leur rugby, quoi. Voilà, et ça, ils en ont rien à foutre de qui est en face. Ils s'affolent pas, ils retombent sur les fondamentaux, ils y vont et ils marquent. Et au final, ils gagnent combien, 39-3 10 contre une équipe qu'on a battue 23-21 complètement à l'arrache. Ça révèle quand même aussi la différence. Hein. Je trouve que quand même, cette équipe d'Anglais, une chose qu'on peut dire, qu'ils sont quand même très soudés. J'étais assez étonné que, comme pour ressortir de l'expression, ils ont vraiment sorti la boîte à gifles avec cette plaquage tardif. D'un coup, tout le monde se retourne et saute sur le joueur argentin. Pour moi, ça montre une équipe qui est vraiment très soudée à ce niveau-là. Farrell qui se donne son joug pour le deuxième match à la suite pour un carton rouge en face. Ils sont vraiment soudés. Moi, je trouvais quand même un peu respectable au niveau de la défense en Argentine. Si on dit c'était 15-3 pour mi-temps, c'était quand même un match très, très haché. Pour moi, je disais, en fait, je suis fier de notre victoire contre l'Argentine quand même parce que je trouvais, 39-10, on pense que c'est beaucoup, mais finalement, c'est pas tant que ça. Surtout que ça s'est délié vers la fin. C'est 15 contre 14. Ouais, ils sont que 14 et ça s'est délié à la fin, mais je pense que l'Angleterre a été dans la gestion. Hein. Ils ont fait un match. Voilà, ils étaient pas dans le festival que nous ont offert les All Blacks, en effet. Le bilan, c'est que les Pumas, qui sont d'ailleurs des Jaguars, hein, parce que la petite histoire, c'est que sur leur maillot, vous voyez que c'est un animal tacheté qui est aussi un jaguar, comme le nom de la franchise, mais ça date d'une erreur d'un journaliste en 1965 en Afrique du Sud, qui avait vu ce machin-là, il connaissait pas ce que c'était, il a dit c'est les Pumas. Depuis, il continue de s'appeler les Pumas, alors qu'en fait, ils sont représentés par un jaguar. Quoi qu'il en soit, jaguar ou Pumas, ils vont retourner garder des bovins dans la plaine, dans la pampa, parce que là, c'est fini, hein, ils font les valoches. Hein. En parlant de journalistes, en fait, c'est assez marrant parce qu'en Angleterre, ils disent peut-être c'était trop bon ce match, qu'ils ont gagné par trop, parce que dans tous leurs matchs, ils gagnent par un moyen de 33 points. Donc, ils disent c'est un peu dommage qu'on n'ait pas souffert un peu plus, parce que contre la France et par la suite, c'est important d'être testé quand même. Et là, pour l'instant, avec un moyen de victoire de 33. On va en parler, mais la question, c'est comment les deux équipes vont aborder ce match-là, et il y a beaucoup d'interrogations quand même. Ouais. Donc j'ai hâte de le voir quand même. Là, c'était un match très haché contre l'Argentine, donc j'espère de voir un beau match contre la France bientôt. Mais c'était pas le seul match qui a vraiment capturé l'attention. Il y avait quand même Japan-Samoa. Japan 38-19 gagné le match, mais quand même c'était vraiment spectaculaire jusqu'au fin. Quelle joie de regarder cette équipe de Japon. Moi-même, j'étais avec un cousin qui connaît pas trop bien le rugby, donc on était dans un pub, j'expliquais un petit peu pourquoi c'était agréable à regarder, et c'était pour moi juste grandiose, du suspense, le numéro 8 qui était fantastique, le 4e essai par le 14, c'était formidable, j'adorais cette match. Ils ont fait un super match, les deux équipes, hein, parce qu'ils n'ont pas fermé le jeu, les Samoans, et franchement, je leur tire mon chapeau aussi. Encore une fois, faut se rappeler que ces équipes-là, Samoa, Tonga, Fidji, etc., c'est des équipes qui n'ont pas de moyens et dont les contingents de joueurs sont pillés par les autres nations. Hein. Donc, moi, je leur tire à tous un énorme coup de chapeau. Là, par contre, les Japonais, c'est vrai que ils sont euphoriques, et ce qui est fantastique, c'est qu'ils vont jouer la qualif, et quasiment la première place de la poule est encore possible pour eux, et ils vont jouer la qualif contre l'Écosse, qui est une équipe qu'ils peuvent tout à fait battre, et donc c'est quand même vraiment génial, parce que pour leur mondial chez eux, ça fait un scénario de match de poule avec un quart de finale probable, soit contre l'Afrique du Sud, soit contre la Nouvelle-Zélande, et ça c'est quand même tout simplement fabuleux, quoi. Puis moi j'ai noté qu'une fois de plus j'avais raison, je suis désolé les gars, hein, mais ils ont un Sudaf, il s'appelle Wimpy van der Walt, et oui, il y a toujours un Sudaf dans une équipe. Ça me fait marrer, je sais pas pourquoi ça me fait marrer chaque fois. Moi, pour dire un petit mot sur ce match, moi pour moi c'était clairement le match, ça, c'était la bonne surprise. Moi c'est l'inverse, c'est toi Théo, tu dis toujours j'avais raison, moi à chaque fois je suis obligé de dire merde, je regrette, je suis désolé les mecs. C'est vrai que sur la première sortie du Japon là contre la Russie, je m'étais un peu emporté, peut-être par jalousie, mais j'avais un peu mal parlé de ce Matsushima là. Et là sur ce match, lui mais aussi le type à l'aile opposée, les mecs, ils m'ont vraiment impressionné. Sur les essais, mais ce que j'aime beaucoup dans cette équipe du Japon, moi, il y a vraiment un côté, alors je veux pas faire de raccourcis culturels ou d'amalgame et tout, mais tu sens qu'il y a vraiment une
volonté de jouer ensemble. Je sais pas si c'est culturel ou quoi, mais il y a vraiment un truc où les mecs ils fonctionnent ensemble. Il n'y a pas de culte de la personnalité où quelqu'un veut briller plus qu'un autre et tout. Tout est vraiment maîtrisé. Et puis ils sont sur la vitesse, donc ça donne un jeu spectaculaire aussi, parce que vitesse d'exécution est toujours le réflexe collectif. T'as pas un mec qui essaye de sauver la patrie tout seul dans cette équipe-là, et ça c'est fantastique. Comme on parlait de l'Argentine tout à l'heure, où c'est vrai que t'as cette grinta, enfin on a eu où les Samoa en fait qui jouent beaucoup, clairement leur qualité c'est la défense. Je pense qu'ils faisaient assez mal. T'avais le 7 là, c'est Ioane, enfin bref, des mecs très très durs quoi, et qui ont cette culture là, mais les Japonais, il y a pas de je sais pas comment dire, il y a pas un truc qui ressort de, je sais pas, la France pendant longtemps on avait une mêlée, on avait un truc, enfin eux c'est complet, c'est-à-dire bon, Charlie, ouais. Ils vont pas être champions du monde quand même, on se calme. Ah non mais j'explique pourquoi c'est super agréable de les voir jouer. T'es dit avant la dernière journée de poule, le Japon, ils vont se chercher une place en tête de poule, ils vont chercher la première place de leur poule, on l'aurait pas parié. Du coup, Japon-Écosse dimanche prochain, ça devient le match à voir, ça va être génial. Ah ouais, ça va envoyer du lourd. Génial. C'est nous la solution. Tiens, j'ai une question pour toi, Théo, parce que je regardais sur le site du Rugby World Cup et ils ont toutes leurs statistiques. Dans les top 5 des plaqueurs, il y a 3 Japonais, plutôt 3 personnes qui jouent sur l'équipe de Japon, parce qu'il y a au moins un Sudaf là-dedans et un Nouveau-Zélande. Mais en fait, je me posais la question, en foot américain, dans les statistiques, s'il y a 2 personnes qui font un plaquage, c'est un demi-plaquage chacun. En France, en rugby, s'il y a 2 personnes qui font un plaquage, qui arrive assez souvent, est-ce que c'est un plaquage pour chacun? Alors, je suis pas statisticien, mais je pense que c'est un chacun. Et je pense que souvent, ils donnent un chacun. Et parfois, quand il y en a un qui arrivait quand même un peu après l'autre, c'est 1 pour l'un et 0 pour l'autre. D'accord, ok. À propos de Rugby World Cup et de l'application et de l'organisation globale, moi j'invite les gens à télécharger l'application WRC. Elle est vachement bien faite. Par contre, j'ai quand même un petit coup de gueule et je suis quand même vraiment pas content. On s'inquiétait. Le coup de gueule de Théo. C'est que, le coup de gueule de Théo, parce que quand tu veux écouter des trucs en commenté, tu as la possibilité en anglais, en japonais, admettons. En espagnol, je veux bien. Bon, il y a les Argentins et les Uruguayens. Je m'attendais à ce qu'il y ait le français. Eh ben non, accrochez-vous, il y a l'allemand et il n'y a pas le français. Donc, moi, je veux bien qu'on m'explique. Il n'y a pas un Allemand dans la Coupe du Monde. Il n'y a pas un arbitre allemand. Il n'y a même pas une paire de pompes Puma. Et on vient nous foutre le match commenté en allemand. J'aimerais savoir si quelqu'un qui nous écoute à l'organisation peut nous dire combien il y a eu d'activation de l'allemand en live sur cette appli. C'est une très bonne question, très bonne question. Ok les gars, quand même, c'était des super matchs, mais il faut quand même qu'on passe un peu de temps sur France-Tonga. Est-on vraiment obligé? Oui. Allez, on y va. Il y a des bonnes choses, Pour ce match France-Tonga, très bien démarré par l'équipe de France, avec un super percé par Raka qui passe à Vakatawa et un essai dans les premières 5 minutes, superbe. Fidji. Ouais, c'est ça. Bel essai fidjien. À 30 minutes, donc on voit Serin qui joue un pénalité rapidement, il passe à Raka, coup de pied à suivre, qui récupère lui-même et d'un coup la France, bam, 17-0 à 30 minutes. Juste avant le mi-temps quand même, on voit un temps fort par le Tonga, qui sont campés devant notre ligne de 5 mètres. Ils marquent un essai en force 17-7 pour le mi-temps. Après le mi-temps, le Tonga démarre fort, 45 minutes, à l'action qui est très longue et difficile à expliquer. Medard qui se retrouve complètement perdu après un coup de pied. Le Tongan Ingano, qui est entouré par 3 Français, il a réussi d'attraper le ballon et il marque le Tonga vraiment dans un point fort ce niveau-là. Ntamak, il a réussi d'assurer 2 pénalités par la suite et heureusement parce que le Tonga revient encore à la charge et marque un essai d'espoir avec 2 minutes à jouer. Heureusement, la France a réussi de garder la victoire contre une équipe de Tonga qu'ils avaient vraiment envie de faire mal. Ouais, ils étaient vraiment remontés comme des coucous. Moi, je sais pas si vous avez eu ce petit flashback, mais à la 41e, là, il y a une mêlée où ils nous tordent un peu. Et t'as leur Furaline super enthousiaste qui rigole là. J'ai pensé très très fort avec les copains à 2011 et le talonneur, là, le mec qui jouait à Perpignan aussi, là, ils avaient un talonneur qui se foutait de notre gueule en mêlée. Et il y avait un peu ce spectre qui remontait à ce moment-là, quoi. Ouais, tu gagnes sur le même score que France-Argentine, hein, donc c'est quand même pas très glorieux. Après, moi, tu disais une équipe qui avait envie de faire mal, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé que physiquement, ils ont été limites.
Il y a quand même le deuxième ligne qui prennent pas de carton sur le plaquage dans le dos, sur je sais plus sur quel joueur, mais c'est sur Aldrit, c'est très très borderline. Et là, c'est bien parce que l'arbitre est un ancien joueur du Racing. Il s'appelle Nick Berry et il a joué du temps de la Pro D2 vers 2007, 2008, 2009. Il a joué en France, ce gars-là. Il jouait demi de mêlée au Racing. Donc, bon, je lui accorde, on va dire, on a porté le même maillot, donc je lui accorde mon amitié néanmoins sur ce coup-là. Mais pour moi, là, il y avait carton. Et je trouve qu'il a été aussi très, très léger dans les arbitrages, dans les rucks, où de temps en temps, c'était quand même un peu n'importe quoi. Les mecs arrivaient à l'épaule, sur les côtés, etc. Bon, il les a laissés un peu, je trouve, trop faire là-dessus. Et c'est dommage. Sur ces matchs-là, il ne faut pas encourager ça non plus. C'est mon deuxième mini coup de gueule. Ton coup de gueule, sécurité des joueurs, mais c'est vrai, hein, t'as raison. C'est vrai que c'était assez limite. Moi, les rocks, je l'avais pas vu, j'avais peut-être pas la palette de la limite comme ça, mais je les trouvais en effet très engagés, quoi. Les rocks faisaient un peu. Alors après, moi, j'ai une petite, un petit clin d'œil esthétique toujours. Hein, vous connaissez mon sens de l'esthétique. Moi, j'ai adoré les petites queues de rat sur les coiffures. Donc, il y en a quand même plusieurs. Les mecs, ils se font des petites tresses et moi j'ai toujours une petite interrogation sur quand ils défont la tresse, à quoi ça ressemble sous la douche. C'est aussi une question que je me pose, tu sais, avec les mecs qui sont chauves et qui se mettent les cheveux sur la tête pour faire croire qu'ils ont des cheveux, et ces mecs là sous la douche avec tous les cheveux d'un côté. J'ai toujours ces espèces de visions et là j'ai un peu pensé à ça, donc voilà, là je trouve qu'ils ont quand même le sens de la queue de rat, incontestablement. Ça m'a rappelé les années 90 ou le collège dans les années 80. Moi je voulais juste dire quand même qu'on parle du score un peu serré et tout. Il y a quand même eu 2 essais refusés, preuve d'un allant français, enfin d'une volonté quand même d'aller. On était quand même pas mal chez eux et on a traversé, quoi. Après il y a eu des maladresses, mais ce qui est vrai sur ce match-là, pour parler sérieusement, parce qu'on n'est pas là que pour parler des barbes et des queues de rat non plus, faut pas déconner. Franchement, c'est vrai que le contrat est rempli. On a gagné tous les matchs jusqu'à aborder le match contre les Anglais. On est qualifié en quart de finale. C'était pas gagné. C'est fait, donc c'est pas la peine de commencer à dire qu'ils n'ont pas fait le job. Ils ont fait le job. Après, sur ce match-là, c'est quand même vrai que il peut y avoir 2 essais de plus, il n'y a rien à dire, parce que les 2 essais refusés, il est tout à fait légitime de les refuser, mais ils sont refusés quand même pour des broutilles. Donc normalement, ils y sont aussi bien, il n'y a rien à dire. Et leur essai à eux, dont tu as parlé, Thierry, c'est un essai un peu chanceux. C'est un coup de pied, effectivement, dont le rebond piège complètement Médard, qui sur ce coup-là n'est pas très bien placé, c'est vrai. Et ensuite, Médard joue très mal le coup, parce qu'il arrive à attraper le ballon, mais il se fait arracher le ballon et le mec va marquer. Donc là, il a très mal joué le coup, mais c'est quand même pas de bol, faut être honnête. Et c'est vrai que par contre, on a eu un Raka qui nous a sauvé la baraque ce jour-là, parce que s'il ne fait pas les 2 actions de début de match, ça aurait pu vraiment se compliquer. Et on a pour le coup Penaud, qui était mon chouchou, qui n'a pas marqué des points sur ce match, notamment sur l'essai des Tongiens, où il est mal placé et où le mec arrive dans son dos et va marquer, sur un coup de pied haut à nouveau, qui est, je le répète, l'arme absolue sur cette Coupe du Monde. C'est quand même un peu inhabituel de voir Penaud se trouver comme ça, et je pense que c'est pas bon pour la confiance. Alors après, c'est peut-être une manière aussi pour lui de se remettre en question, de bien se préparer pour les matchs coup près. Faut aussi toujours positiver quand les mecs passent un peu au travers. C'est une manière de redescendre sur terre et de se remettre au taf. Complètement. En parlant de positiver, qu'est-ce que tu as vu de bien dans ce match, Charlie, par rapport à des joueurs, par exemple? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué? Alors, il y a évidemment Raka, hein, je crois qu'il a été élu homme du match. Ouais, il a fait une petite interview en 3 langues qui était pas mal du tout, et il est beaucoup plus à l'aise en fidjien qu'en anglais et en français. Étonnamment. Mais il y a une action pour moi qui résume vachement bien ce mec, en fait. C'est il y a un moment, je sais pas si vous voyez, il me semble que c'était vers la demi-heure de jeu. Il traverse pas mal, il passe des défenseurs, il fait un petit truc que je rêverais de savoir faire, mais malheureusement mes grandes guibolles ne me permettent pas. Et une fois amené au sol par l'adversaire, il fait un en avant du sol, tu vois. Au lieu de sécuriser le ballon derrière, il fait un truc. Ça, je connais, ça, je sais faire, oui. Ça, et que ça, on sait vachement mieux faire, en effet. Mais c'est tout vacarme dans cette action résumée, quoi. Où tu vois que, voilà, le mec peut être brillant et étrangement maladroit. En même temps. Sinon, les autres joueurs, moi, j'aime de plus en plus. Alors, il lance comme il lance. Hein, tu m'avais déjà fait remarquer, Théo, mais j'aime de plus en plus Kamisha. Moi, franchement, je trouve que. Ah bah, il triche pas. Hein. Il est complètement. Il amène. Il y va gaiement. Hein, on peut l'appeler une brutasse, quoi. Quand même. Clairement, il est.
Donc il m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup de férocité, je trouve, il amène à cette équipe. Médard, on en a parlé pour une action un peu maladroite, où en effet il était pas très bien placé, mais dans le jeu, moi je le répète au fil des matchs, il prend ce rôle de mec serein, qui a de l'expérience derrière, et ça lui va très bien. Et après, sinon j'ai un petit peu de regret pour Gabriel. Je pensais que c'était son match. Ah, il a pas été top. Hein. Il a pas été top, alors que je pensais vraiment que voilà quoi, la bagarre, il allait bien aimer. La bagarre, bien sûr, dans toute la légalité que nous permet le sport. Oui, c'est-à-dire la hargne un peu dans les rucks, la guerre des rucks et tout. Je pensais que c'était son credo. Il y a pas été aujourd'hui. Ce qui fait un peu mal, je trouve quand même, c'est de se dire que ce match-là, à la sirène, t'as un ballon d'attaque, mais tu mènes que de 3 points, donc t'es obligé de 2 points, t'es obligé de taper en touche, quoi. C'est un peu la honte. Par contre, encore une fois, toujours dans la même direction, d'honorer les équipes du Pacifique. Voilà, au Tonga, ce soir, c'est la fête. Les mecs, ils disent que leurs compatriotes ont honoré le maillot, qu'ils ont failli faire tomber les Français, et je suis content pour eux, et c'est mérité. Voilà. Par rapport à quelque chose que tu avais dit, Charlie, tu parlais du première ligne qui hurlait dans le visage du première ligne français, qui en fait, il n'y avait pas de tout de réaction. Je pense que je suis d'accord avec toi de Shaq qui jouait bien, il fallait travailler ses muscles, mais je trouve que quand même l'entrée de Guillaume Guirado, ça fait du bien quand même. Et ça fait du bien parce qu'après, ils sont tout de suite calmés en face. Ils avaient commencé à tchatcher un peu avec le nouveau pilier qui est entré, et Guillaume Guirado qui commence à dire non, c'est bon là, t'arrêtes pas, ça parle pas à mon coéquipier comme ça. Moi, je commence à avoir beaucoup de respect pour Guillaume. Je suis pas certainement convaincu par le capitana de Poirot, ou cette idée de capitaine par comité. Moi, je trouve c'est dommage qu'il y a qu'un seul poste qui peut jouer, Guillaume, parce que j'aimerais bien le voir sur le terrain un peu plus. Ouais, là ça devient ce qui est un peu dur. Déjà, il s'appelle Guillaume en américain, c'est ça qui est sympa, alors qu'en fait c'est Guillem. Mais c'est dur à dire pour un Américain, Thierry. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il devient un peu la doublure de sa doublure. C'est un peu dur. Hein. C'est une transition quand même où là, on sent que peut-être qu'après, il va arrêter sa carrière internationale et tout. Et Kamisha lui a quand même un peu piqué sa place. C'est-à-dire quand tu rentres à la 30e pour venir foutre des coups d'épaule, à la 60e, pardon, pour foutre des coups d'épaule, c'était le job de Kamisha. Donc, qu'est-ce que ça va donner sur les matchs clés ? Peut-être qu'il le préserve un peu physiquement et qu'il va rester titulaire et capitaine. Moi, je trouve que Jefferson Poirot a fait plutôt un bon match. En tout cas, il a souvent été de ceux qui avancent à l'Impact, et Dieu sait qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Donc moi, j'ai apprécié sa performance. Comme capitaine, je pense qu'il est respecté par les autres. Par contre, il comprend toujours pas l'anglais, ça c'est clair. Donc je pense que ça pose des questions là-dessus. Mais je suis pas sûr que Guillaume Guirado comprenne un mot d'anglais non plus. Je pense que finalement... Non, si. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite parce que Guillaume Guirado, il commence à tchatcher avec l'arbitre et tout. Donc tu vois, il a aucun complexe à ce niveau-là. Que Poirot, tu vois le blanc de ses yeux frétiller pendant que l'arbitre lui parle. Un merlan frit. Tu vois qu'il est dans la galère. Ouais. T'as raison pour Guillaume, puisqu'on l'appelle par son petit prénom maintenant. Mais t'as raison, hein, clairement, il apporte beaucoup à cette équipe. Il a beaucoup de mérite. En plus, il porte cette équipe pas facile depuis des années. Mais juste, je voulais souligner, voilà, que c'est aussi dur pour Kamisha d'être dans l'ombre d'un mec qui a le capitana et et je trouve que lui, chaque fois qu'il a dû faire ses preuves, qu'il avait une petite porte ouverte pour montrer ce qu'il avait à montrer, il a su la saisir, et voilà quoi, je suis très content de le retrouver sur le terrain. Et dans les trucs online, enfin tu vois, sur les réseaux sociaux, un peu des trucs de rugby anglo-saxon, enfin de langue anglaise et tout, Kamisha, il est remarqué par nos adversaires. Ah bah c'est vrai que ça se voit, mais il est remarquable. Pour son en plus, coup. il est coiffé n'importe comment, donc on le voit encore mieux. C'est impeccable. Mais en fait, ce qui était assez drôle par rapport à la première match où la France a gagné contre l'Argentine, moi j'avais vu des choses sur la presse anglaise et juste des remarques aussi sur l'internet où tout le monde était super content pour Guirado parce qu'il avait la banane et tout, et je trouvais ça superbe, je trouvais ça super gentil. Allez les gars, si vous me permettez, j'aimerais bien essayer d'expliquer ce match comme j'expliquerais à un Américain qui connaît pas le rugby. La petite métaphore de Thierry. Ah, j'aime toujours tes petites comparaisons, j'ai hâte. Ok. En fait, quand j'ai regardé la tête de la plupart des avants de Tonga, en fait, ils me font fait penser à un oncle.
tu vois, et pas forcément l'oncle qui est super sympa non plus, un oncle qui est un peu rugueux. Ouais, c'est le tonton un peu flippant. Ouais. Voilà. Et en fait, donc imaginons qu'on est un joueur de basket, on joue à un lycée, peut-être à l'université, parce qu'on est quand même pas mal. Et cet oncle-là, il dit, bah tiens, on joue un match ensemble. Donc on est dans un barbecue avec la famille, c'est papa qui arbitre, mais en fait papa, je sais pas, il est pas trop présent, je sais pas, il tchatche avec sa nouvelle copine ou quelque chose. Et finalement, cet oncle-là, bah d'un coup, il nous attaque, quoi. Il nous fait des fautes super dures. À l'ancienne. À l'ancienne. Ouais, il a bu 2-3 bières, donc il est bien prêt pour nous enfoncer, pour nous dire qui est le plus fort. Bah, finalement, on a pu réussir, on a gagné vraiment aux dernières minutes, mais ça nous a appris quelque chose. Ça nous a appris que quand même, on a eu un peu peur, mais on peut le faire, on peut réussir et on peut battre un homme, on peut battre un grand monsieur qui est méchant, et ça nous prépare pour notre prochain match. Le prochain match, effectivement, c'est le match qui est à la fois le match de tous les dangers et rien du tout, les deux équipes sont déjà qualifiées. Donc je pense que ça va être très intéressant de voir les compositions, de voir aussi la communication pendant la semaine. Quelle est l'importance qu'on donne à ce match? Est-ce qu'on dit non, jouer contre les Anglais, en fait maintenant nous on se prépare au quart de finale, donc on va faire tourner, le score on s'en fout, la manière on s'en fout? Ou est-ce qu'au contraire on va dire attendez, les quarts de finale nous on en a rien à foutre, là c'est notre ennemi héréditaire en match de poule de Coupe du Monde, on veut les défoncer. Donc, je ne sais pas du tout quelle attitude ils vont avoir, et j'attends vraiment du staff qui nous surprenne et qu'on n'ait pas une bouillie de rugby contre les Anglais, parce que moi, j'ai pas du tout envie qu'on se fasse ridiculiser en prenant 40 ou 50 par les Anglais juste avant d'aller jouer probablement les Gallois, parce que les Gallois ils vont se frotter les mains en se disant c'est bon, les Frenchies non seulement ils sont pas bons, mais en plus ils ont la confiance au niveau 0, et donc c'est bon pour nous. Ce match contre l'Angleterre, c'est avant les quarts de finale, une occasion à blanc, je dirais, donc c'est pas un match qui compte pas, mais je veux dire c'est une occasion où l'erreur nous coûterait rien, mais clairement Pays de Galles, Angleterre, les nations, le Sudaf, All Blacks, c'est un cran au-dessus de pas mal de monde. Et puis il y a pas photo, Charlie. Ils sont bien meilleurs que nous. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de se mentir. On ne boxe pas aujourd'hui dans la même catégorie que les Anglais. Ça veut pas dire qu'on peut pas les battre. Ça va être une belle façon enfin, ce serait dommage de passer à côté. C'est ça que je voulais dire un peu dans la présentation. Ce serait dommage de passer à côté pour préparer le quart, en pensant trop au quart de finale d'abord, parce que pour moi, ce serait une belle occasion de soit emmagasiner de la confiance, soit apprendre pas mal de choses avec une équipe type. C'est une belle occasion avec une défaite qui aurait pas de conséquences, d'aller se tester contre une vraie grosse nation. Alors moi je serais content dans tous les cas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on bat les Anglais, je suis content, voilà. Et si on prend une raclée ou si on perd, ça va nous mettre en condition, on sera encore moins favori en quart de finale, et on sait très bien que les Français, quand ils sont un peu moribonds, ce qui est quand même notre cas, ils sont bien meilleurs. Et c'est là que d'un seul coup, ils se disent, bon, foutu pour foutu, autant essayer un truc, et puis ils peuvent sortir un coup. Mais voilà, ne nous leurrons pas quand même. C'est intéressant que tu dises ça, Théo, parce que je trouve que la France, en ce moment, il y a deux choses que j'ai remarquées. Un, qui marque tôt. Ah ouais, tous les matchs. Genre, dans les premières 5 minutes, je pense qu'en moyenne, ça devrait être dans 10-12 minutes. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable depuis même de cet été, tout à fait. Toujours des bonnes entames. Ouais, et donc, ça c'est super bien, parce que par rapport à avant c'était jamais vraiment le cas. Et l'autre chose qui me vient à l'esprit, c'est cette équipe de France de rugby me ressemble un petit peu à l'équipe de France de foot qui a quand même gagné le tout, parce qu'en fait ils gagnent, personne aime la façon qu'ils gagnent, mais quand même ils sont assez soudés comme groupe, ils gagnent tranquillement, pas tranquillement, mais au niveau d'esprit d'équipe, je trouve qu'ils ont un vrai esprit d'équipe, ils sont là, même si au début on se disait qui est le capitaine, moi je trouve que quand même ils ont quelque chose qui présent, ils gagnent des matchs où ils auraient perdu il y a oui c'est sûr, et puis là avant. Ils sont comme toutes les équipes qui sont qualifiées, c'est maintenant, c'est-à-dire que les mecs se disent mais enfin on arrive sur les matchs coup près, les matchs les plus importants, on n'est plus sur les trouades contre les petites équipes, ils ont plus peur d'être ridicules aujourd'hui. Si tu perds contre les Anglais, en fait t'as pas honte. Si tu perds contre les Gallois ou peut-être les Australiens en quart de finale, t'as pas honte non plus. Si tu perds contre les Tonga ou les Américains, t'as honte. Voilà. Donc ils sont maintenant au rendez-vous de cette compétition, c'est les matchs qu'ils voulaient, ça fait des mois qu'ils en chient, ça fait des années qu'ils y pensent, machin, etc. C'est maintenant. Voilà. Donc ce groupe-là, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre sur les 2 matchs qui viennent, et à eux de nous surprendre. Voilà. Ce qu'ils nous ont montré, c'est que la maîtrise n'est pas là.
Mais attention, le rugby, c'est pas des maths. Hein. Voilà. Le facteur X, il peut arriver. La glorieuse incertitude du sport, elle existe aussi. Donc voilà, moi je pense encore que tout est possible. Les statistiques sont pas pour nous. C'est tout. Il faut être clairvoyant là-dessus. Donc on a hâte de voir ce match. Il y a beaucoup de matchs qui viennent pour cette semaine qui arrive. Notamment moi, je pense que quand même, je vais regarder Argentine-USA mercredi. Il y a quand même Pays de Galles-Fidji qui est très important mercredi aussi. Ouais, c'est un match super important parce que celui-là, il va déterminer définitivement si on joue nous les Gallois ou les Australiens. Parce que si par hasard les Gallois se trouvent contre les Fidji, ce qui n'est pas complètement impossible, hein. Je veux dire, ils sont très favoris, les Fidjiens, ils n'ont plus rien à perdre, etc. Ça peut tout à fait se passer. Ils peuvent leur en foutre 40, mais ils peuvent perdre d'un ou deux points. Donc ça devrait être Angleterre-Australie probablement, ou Pays de Galles, c'est ce qu'on disait. Nouvelle-Zélande probablement, Japon, peut-être Écosse, peut-être Irlande. Galles-France donc à ce moment-là. Et puis Irlande ou Japon contre Afrique du Sud, selon le cas. Donc ça va faire des confrontations magnifiques. Et là, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des quarts de finale de folie et peut-être une demi-finale Angleterre-Nouvelle-Zélande. Et là, préparez-vous, arrêtez tout. C'est le match à regarder de la Coupe du Monde. Là, ça va être magique. Après ce week-end, le gros festivité commence vraiment. Il y a quand même Nouvelle-Zélande-Italie que j'aimerais bien voir pour se dire au revoir à Paris C. Et aussi voir cette équipe de Nouvelle-Zélande en action. Irlande-Samoa aussi, ça me fera plaisir. USA-Tonga, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et Japon-Écosse, qui est vraiment très très important. Bien sûr, le match essentiel, ça va être le crunch Angleterre-France samedi à 10h15. Ouais, dont à propos, tout à l'heure, on disait que ça va être très intéressant de voir comment on l'aborde dans la semaine ce match. Et en fait, ça commence déjà. Il y a Eddie Jones qui est pas le dernier à ouvrir sa gueule, qui a commencé. Il a dit qu'on sentait, ça va te plaire en plus Théo. Il a dit qu'on sentait si l'équipe de France l'avait impressionné et qu'on sentait l'apport de Galtier dessus, sur la patte de Galtier sur l'équipe. Alors c'est évidemment du Eddie Jones, hein, je pense qu'il se fout un peu de notre gueule gentiment. C'est vraiment pour se foutre de notre gueule. Ouais, mais vraiment. Donc ça a déjà commencé quoi, les hostilités. Et puis c'est la patte de Galtier sur un match aussi moche, franchement, c'est pas. Il l'avait dit entre USA et Tonga, pour être entièrement honnête. Ouais. Donc, une chose c'est sûr, c'est que, je peux pas prononcer le nom de Guillaume Guirado. Deuxième chose qui est sûre, c'est qu'on a beaucoup de rugby à regarder ce week-end. Il y a autre chose, Théo, je pense que tu avais encore d'informations pour nous par rapport à le Big Moustache. Oui, alors, ce qui va se passer, donc comme je vous disais en début d'épisode, on veut avec nos copains de Big Moustache élire la plus belle barbe du mondial. Donc on a fixé des règles très simples. Il faut simplement que ce soit un joueur qui a joué au moins 1 minute à la Coupe du Monde, et on en a cherché pas mal, et on a fait une petite sélection complètement arbitraire, parce que Pack de Potes n'est pas une démocratie, et du coup on a sélectionné 8 joueurs. Alors vous les découvrirez, mais vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y a Eric Fry, le barbu roux, qui nous a fait vibrer. Et puis j'en ai un autre que je vous donne en teasing, qui s'appelle Rudolf Gerhardus Sneeman. Et alors lui, d'une part, il a une belle barbe, mais c'est surtout le patronyme qui me fait rêver. Moi, Rudolf Gerhardus, honnêtement, il n'y a que des Sudaf pour appeler leurs enfants comme ça. Et là, je veux faire une petite comparaison, c'est-à-dire comme toi, hein, Thierry, mais voilà, imagine un mec à Levallois-Perret ou n'importe où qui dit à sa femme, chérie, je crois qu'on va appeler notre enfant Rodolphe Gérard, quoi. Non, ça peut pas exister, faut être Sudaf, faut avoir le cap de Bonne-Espérance, Table Mountain et tout. Et là, le mec, je peux pas faire l'accent Sudaf, mais il dit, chérie, ça va être Rudolf Gerhardus. Et là, il a vraiment une belle gueule. Je ferme la parenthèse sur les candidats. Ça va être très simple. Il y aura 8 candidats. Il faudra voter sur le site de Big Moustache, qui va être notre partenaire pour ça. À l'issue, après la finale, celui qui aura eu le plus de votes, il sera élu plus belle barbe du mondial par Big Moustache et Pack de Potes. Et à ce moment-là, il y aura 1 ou 2 votants, ce sera annoncé par Big Moustache là aussi, qui seront destinataire d'un cadeau et peut-être d'une petite soirée. Si par hasard notre vainqueur habite en France, si on arrive à le faire venir, il pourra se faire tailler la barbe chez Big Moustache, etc. On va essayer de faire un petit happening autour de ça parce qu'on a bien rigolé. Donc ça s'appelle, et on mettra le logo sur le site, la Rugbeard Coupe du Monde. C'est un hommage à toi, Ticket, voilà. Ah, merci. La Coupe du Monde de Rugbarbe. Donc si j'ai bien compris, nos auditeurs, ils peuvent venir sur notre Facebook,
et le Facebook de Big Moustache pour voter. Oui, sur notre Facebook à nous, on va faire essentiellement du teasing, on va expliquer, etc. Et sur le vote, ce sera chez Big Moustache, mais tout ça, ce sera clair, vous inquiétez pas. Ok, parfait. Et ils ont une opportunité de gagner un petit quelque chose pour le remercier pour leur participation. Bien sûr, et peut-être même une petite soirée avec nous, si jamais ils sont sélectionnés à la fin. Très bonne idée, très bonne idée. On peut y penser aussi, c'est Rudolf Schneemann. Peut-être c'est un nom de Harry Potter aussi, ça me semble être... ça pourrait, c'est clair. Allez les gars, comme toutes les semaines, c'est un vrai plaisir de parler du rugby avec vous. Hein. On a plein de choses à voir pendant cette semaine. Le Coupe du Monde, la phase de poule commence à se clarifier. On a encore une semaine de rugby avec plein de nations qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça, c'est toujours agréable. Par la suite, suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, bien sûr. Vous pouvez nous envoyer un email si vous voulez aussi à pactepot@gmail.com. N'hésitez pas à nous contacter. Les gars, très bonne semaine à vous. Hein. Mais à toi aussi, mon ticket. Mais on va y arriver. Moi, je suis pas inquiet. Et bon crunch. Hein. Donc, bon crunch. Il faut faire un brunch pour le crunch. Ça va être sympa. Ça va croustiller, ouais. Allez, les gars, bonne semaine à vous. Ciao, les copains. Salut, bye bye, ciao. Et merci à Manu Rodier pour la super musique.